Et bonjour, et aujourd'hui on va voir pourquoi on a construit un aqueduc entre Uzès qui était dans cette direction-là et Nîmes qui était dans cette direction-là il y a 2000 ans. Et on va voir les constructions qui ont été nécessaires tout au long de l'aqueduc. Nîmes au sud de la Gaule est une ville qui compte près de 20 000 habitants au 1er siècle après Jésus-Christ et elle est peuplée d'un peuple gaulois qu'on appelle les Volsques arécomiques. Et donc les habitants gaulois vont vouloir adopter le mode de vie du conquérant romain. Et donc avec toute leur eau sous pression, ils vont pouvoir bénéficier de dispositifs comme les fontaines publiques, ou aussi pouvoir se laver dans les thermes, ou en cas d'incendie dans la ville, eh bien, tout simplement pouvoir lutter contre le feu. C'est ainsi que naît la civilisation gallo-romaine. Et les concepteurs donc gallo-romains ont cherché au plus près de la cité de Nîmes des sources qui pouvaient fournir de l'eau en quantité importante, cela toute l'année. Et ces sources ont été trouvées dans une vallée au pied d'Uzès, sur la rive gauche d'une petite rivière qui s'appelle l'Alzon. L'itinéraire le plus court pour rejoindre les sources à Uzès situées à 71 mètres d'altitude et Nîmes situé à 59 mètres d'altitude, lieu de distribution de l'eau, aurait été de faire une droite ligne et à vol d'oiseau ça fait environ 20 km. Mais problème, au centre culmine un massif à 200 mètres d'altitude. Donc pour pouvoir permettre l'écoulement de l'eau, il aurait fallu percer les tunnels, et ce qui était techniquement quasiment impossible et trop compliqué pour l'époque. Donc un choix différent a été opéré. Les bâtisseurs romains ont finalement choisi un tracé de 50 km qui s'adapte au relief et ils l'ont choisi dans une logique de gravité pour que l'eau puisse s'écouler. Ces sources au pied d'Uzès sont à 71 mètres d'altitude. Nîmes est située à 59 mètres d'altitude. Et donc la pente moyenne de cet aqueduc est d'environ 25 cm par kilomètre. On pense que l'eau pouvait mettre à peu près un jour pour effectuer tout le parcours entre les sources situées au pied d'Uzès jusqu'au château d'eau au Castellum de Nîmes. Le pont du Gard est une partie de ces 50 km de l'aqueduc. Et donc ce pont aqueduc il se distingue des autres notamment par la dimension assez importante de ses arches et notamment l'arche qui enjambe la rivière, là, la rivière qu'on appelle le Gardon, eh bien, a des dimensions assez extraordinaires, un petit peu moins de 25 mètres de diamètre. C'est ce qu'on appelle l'arche majeure. Et grâce à cette arche majeure, eh bien, le pont n'a jamais les pieds dans l'eau. Une véritable prouesse. Avec près de 49 mètres de hauteur, en fait, ce pont figure aujourd'hui parmi les plus impressionnants ponts aqueducs du monde romain que l'on connaisse encore aujourd'hui. Et donc cet aqueduc, il est aussi remarquable, comme on peut le constater ici, grâce à la présence du canal où circulait l'eau il y a 2000 ans, et qui par ses dimensions, en fait, permettait de distribuer une grande quantité d'eau à Nîmes, un fort débit. Alors ici, le Spécus, le canal est aérien, mais il faut avoir en tête que sur 90% du parcours, en fait, il est souterrain. La canalisation est composée au sol de ce que l'on appelle un radier. Ce radier, c'est du calcaire concassé lié avec un mortier de chaux. De part et d'autre de ce sol, de ce radier, s'élèvent deux murs latéraux à l'intérieur desquels on a appliqué un mortier d'étanchéité. Et le tout est recouvert, soit comme ici par une voûte ou par une dalle. Les dimensions du canal sont quasiment constantes le long du tracé, environ 1,80 m de haut et 1,30 m de large. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on va comprendre pourquoi à l'intérieur du canal c'était complètement étanche, quoique. Le bâtisseur en fait avait appliqué sur les murs, comme on voit ici, un mortier d'étanchéité fait de chaux, de sable
et de morceaux de céramique cuite, morceaux de tuiles cassées, amphores. Une fois qu'ils avaient appliqué ça sur les murs, dessus, ils avaient peint un badigeon rouge, rouge à cause de la présence d'oxyde ferrique qu'on trouvait dans la région. Donc malgré toutes ces précautions, le canal qu'on trouvait à la partie sommitale là, de cette construction, eh bien il y avait des trous et donc des fuites. Alors les petites fuites se traduisaient par ce genre de draperie de calcaire, mais lorsque c'était des paysans qui voyaient de l'eau passer toute la journée sous leur nez, eh bien ils pouvaient opérer de plus gros trous dans le canal, et là l'eau chargée en calcaire, à force de dégouliner, provoquait ce genre de gros rochers, de grosses concrétions. Et cette concrétion est vraiment le témoignage d'il y a 2000 ans, ici, un paysan qui se servait de l'eau de l'aqueduc pour irriguer sa parcelle cultivée. À Nîmes, à l'arrivée des 50 km de la canalisation, en fait, se trouve le Castellum, ou encore on l'appelle aussi le château d'eau. De forme circulaire, ce bassin répartissait les eaux dans la ville grâce à 10 ouvertures, 10 bouches, qui permettaient en fait la distribution de l'eau dans les différents quartiers de la ville, et de ces 10 bouches, de ces 10 trous, partaient des tuyaux de plomb. Au fond du bassin, on voit aussi 3 trous, ce qu'on appelle 3 bondes, qui servaient à évacuer le trop-plein de l'eau et les boues vers un canal qui était certainement relié à un réseau d'égouts qui assurait aussi le nettoyage de la ville.